Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz, c'est quoi? Je crois que tu t'es trompé de scène. De l'eau dans le gaz, c'est quoi? C'est une émission qui est proposée par Écosciences Pays de la Loire avec le soutien de la région Pays de la Loire où l'on vient à la rencontre de chercheurs et de chercheuses de la région qui travaillent sur des projets de recherche et sur la recherche en train de se faire. Je suis Maïna, je serai votre voix tout au long de cette émission. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Aujourd'hui, je suis avec Jade Lerouet. Bonjour Jade. Merci, bonjour. Alors Jade, tu es doctorante en sciences économiques à la fac d'éco d'Angers Université. Voilà, ça commence bien. D'Angers Université et tu es donc au laboratoire GRANEM. Donc GRANEM qui veut dire, redis-moi. Voilà, groupement de recherche angevin en économie et en management, parce que c'est un laboratoire en économie et aussi en management, donc en gestion. Très bien. Et du coup, toi, ton sujet de thèse, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le marché des données personnelles, un défi pour l'analyse économique, approche pluridisciplinaire. Donc là, on est vraiment sur un nom de thèse. Oui, c'est un titre qui peut-être va changer, mais c'était le titre originel en tout cas. D'accord. Mais du coup, comme le titre de cette émission, donc on va parler de l'économie des plateformes qui repose notamment sur l'utilisation de nos données personnelles. Mais on va en parler un peu plus en détail. Et donc ta thèse, elle est dirigée par Philippe Le Gall et David Kayla, donc avec un financement à l'allocation Edge, je sais pas. C'est ça, c'est une bourse ministérielle, donc je ne fais pas partie d'un projet de recherche plus global. J'ai eu une bourse pour financer ces recherches-là. D'accord. Et du coup, c'est une recherche que je mène individuellement, financée par une allocation ministérielle. Très bien. Et tu es en quelle année de thèse? Je suis en 3e année. 3e année, donc c'est la dernière année. Alors techniquement, c'est la dernière année, mais en économie, les thèses, c'est plutôt 4 ans et demi en moyenne. D'accord. Donc je pense que je vais faire une année en plus. Voilà. Maintenant, je suis quand même pas en retard, en gros retard. Donc voilà, je suis plutôt sur un rythme qui est correct, mais on s'approche de la fin, mais je suis pas encore à la fin. Ok. Oui, c'est vrai qu'en général, en sciences humaines et sociales, en sciences économiques, ça dure plus longtemps. Voilà, ouais. On a le droit qui est pire, qui c'est encore plus long, mais l'économie, c'est aussi pas 3 ans, c'est quand même un peu plus 4 ans, 4 ans et demi. Voilà. Donc voilà, je crois que les gens dans le chat nous disent que le son est propre. Ok, c'est bon, le son est propre. C'est nickel. Merci beaucoup à nos spectateurs. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est que depuis quelques années, l'utilisation des données personnelles, et c'est un sujet de débat, hein. Enfin, voilà, on en entend quand même parler depuis un moment maintenant, notamment en Europe, et puis du coup, on va parler aussi d'Amérique du Nord. Donc, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a de nombreuses questions qui se posent autour de la question de la collecte et de l'utilisation de nos données personnelles. Et on rappelle d'ailleurs le scandale de Safari. Donc là, ça concernait plutôt les entreprises privées, donc pas la plupart étrangères. De toute façon, sur les questions la collecte de données au niveau européen, c'est quand même plutôt justement les plateformes étrangères et pas, Oui. pas beaucoup de plateformes européennes, en fait, Oui. finalement, même si le droit, évidemment, s'applique à tout le monde. Et donc, ensemble, aujourd'hui, on va parler justement de l'utilisation de ces données par les plateformes du numérique, comment elles les utilisent, pourquoi elles les utilisent et quel est l'intérêt pour eux dans leur système économique, dans leur modèle économique. Exactement. Donc, avant de rentrer en détail dans ce sujet-là, Jade va un petit peu se présenter, nous parler d'elle, de son parcours, etc. Puis du coup, maintenant que ça fait 3 ans, j'imagine que tu as quand même vu pas mal de choses. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, pas de souci. Donc moi, je suis angevine de base. Je suis née à Angers. J'ai fait donc une prépa économie maths après mon bac ES, donc à Angers. Ensuite, j'ai rejoint la fac d'Angers en licence 3 économie. Donc là, j'ai adoré l'université, adoré les cours à la fac qui étaient, je trouve, très très intéressants. Et c'est une approche différente parce que forcément, on est face à des chercheurs. Donc j'ai adoré ça. Et suite à ma licence 3 en économie, j'ai rejoint un master à Lyon. Oh, un livre qui tombe en live. J'ai reçu. Il y a une explosion, c'est pas possible. Le décor s'effondre. Clairement ça, le décor s'effondre. Mais j'ai rejoint un master du coup à Lyon. Un master, donc moi je fais de l'économie, mais je fais plutôt de l'histoire des... Donc là, HPE, donc histoire des idées, histoire de la pensée économique. Et donc, j'ai rejoint un master à Lyon qui était génial, un master de recherche. Et après, suite à ça, j'ai postulé pour une bourse donc, à Angers. Je l'ai obtenue. Et donc, après mon master, j'ai commencé ma thèse à Angers. Et maintenant, ça fait 3 ans, donc ça commence effectivement à être un peu bien engagé. Et c'est quelque chose qui est hyper épanouissant, hyper agréable. Et mon sujet me plaît beaucoup. Mes encadrants sont géniaux. Donc,
c'est très cool. Bah oui, ça a l'air, en tout cas, tu as l'air plutôt enthousiaste. Voilà, je suis très enthousiaste, oui. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu enfin, voilà, du projet de recherche sur lequel tu travailles, là, concrètement, enfin, introduire un petit peu ce sujet-là? Ouais, alors les données personnelles, effectivement, on sait depuis, c'est pas quelque chose qu'on a tout de suite compris. En fait, on n'a pas tout de suite compris le rôle vraiment des données personnelles. Notamment, c'est Google en premier qui a commencé à exploiter les données personnelles. Au départ, Google existait sans cette exploitation-là. En fait, c'était un moteur de recherche qui avait été performant parce qu'il permettait finalement de faire apparaître des sites, les sites les plus pertinents en premier. Donc, ça a été créé par 2 étudiants à Stanford et au départ, c'était pas quelque chose qui était rentable en fait économiquement. Ouais. Le modèle de Google. Et puis, il y a un économiste qui a rejoint en fait cette entreprise-là quand elle s'est créée, qui s'appelle Alvarian, qui est du coup devenu après économiste chez Google. Et c'est lui en fait qui a suggéré dans les années 2000, en fait, au début des années 2000, d'exploiter les données personnelles pour permettre de créer des encarts publicitaires très performants et très ciblés. Parce que du coup, on pouvait avoir, si les gens cherchaient dans l'occurrence, je sais pas moi, manteau de voile, ou ils mettaient des références à des passions qu'ils avaient ou des choses qu'ils cherchaient. Après, on pouvait dire, ok, ces gens-là sont intéressés par tel produit ou par tel sport ou par telle activité. Et donc, on pouvait finalement cibler plus efficacement et on pouvait offrir des espaces publicitaires hyper performants. Donc, très intéressant pour les entreprises. Voilà, exactement, pour les annonceurs, très intéressant. Et donc, ce modèle-là a permis à Google, qui était un peu en difficulté avec les actionnaires qui avaient au départ investi de l'argent parce qu'il n'y avait pas forcément de rentabilité. Et à partir de cette exploitation-là, en fait, ils ont réussi à être rentables et donc à créer un business model basé sur ça. Mais le temps que la réglementation comprenne, le temps qu'on en sache un peu plus là-dessus, ça n'a pas été immédiat non plus. Donc c'est vrai que c'est une problématique qui est assez récente, relativement récente par rapport à l'histoire de l'économie et d'autres domaines qui sont plus largement étudiés. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, c'est une exploitation qui est quand même relativement opaque. Enfin, on n'a pas un accès, on n'a pas des données qui sont facilement accessibles. Donc effectivement, moi, mon travail de recherche, il consiste aussi à essayer de rendre cette exploitation plus compréhensible, comprendre vraiment le rôle que ça a dans le business model des plateformes, ce qui n'est pas quelque chose d'évident à comprendre. Et en plus, c'est souvent une valeur qui est incorporée. On n'est pas sur on n'a pas simplement un prix de vente, c'est des algorithmes, c'est par exemple dans le cadre du matching, quand ça permet d'améliorer le matching et d'améliorer finalement l'appareillement entre l'offre et la demande, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre facilement. La valeur des données, c'est difficile de vraiment mettre un chiffre, une valeur monétaire. Oui, je vois. Donc c'est un sujet qui est intéressant aussi par cette difficulté-là, en fait, à réussir à vraiment y accéder et comprendre véritablement le rôle. Comment ça fonctionne. Et Google, ça remonte quand même, c'était dans les années 90 qu'ils ont quand même, c'est ça? Alors 90, ça a commencé à être créé le projet, le logiciel en fait qui permet de... Mais après, c'est dans les années 2000 qu'ils ont réussi à le rendre rentable. Ok, d'accord. Ouais. Donc ça fait 20-25 ans. On a une question de Wamgi qui nous demande si ta thèse est-elle uniquement basée sur les données récupérées via les navigateurs ou aussi via les applications type réseaux sociaux et autres. Oui. Oui, tu vas... Non, mais oui, c'est ça. Non, c'est sur toutes les plateformes. Enfin, c'est les données personnelles au sens large. Donc effectivement, là, on parle de Google parce que c'est le premier à avoir finalement valorisé ces données-là. Mais c'est valable pour plein de plateformes. De toute façon, j'y reviendrai, je pense. Mais oui, plus largement. Oui, parce que du coup, on va faire un peu un historique de toute façon, mais il y a eu un boom évidemment avec les réseaux sociaux sur l'utilisation des données personnelles. Avant du coup de parler de ça, justement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une donnée personnelle? C'est quoi les données personnelles? De quoi on parle quand on Ouais, parle alors je vais me référer à la définition de la CNIL, parce que c'est une définition qui est très simple et qui marche très bien pour comprendre ce que c'est. La CNIL, du coup, c'est la Commission nationale informatique et liberté. C'est une institution française qui est censée réguler ce qui se passe sur Internet pour les individus, pour les citoyens européens et français. Et donc, la définition de la CNIL, c'est toute information qui se rapporte à un individu, à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, concrètement, une donnée personnelle, ça peut être, par exemple, l'adresse mail, ça peut être nos données de géolocalisation, mais ça peut aussi être des données, par exemple, qui révèlent nos préférences et nos goûts. Donc, si on like sur un contenu qui, comme je disais tout à l'heure, est lié à une activité, à quelque chose, on peut révéler aussi nos préférences. Et donc, c'est aussi une donnée personnelle que de révéler nos préférences. Donc, c'est assez large et ça peut être à différents niveaux de précision. En fait, ça peut être des likes qui donnent l'information comme un truc très concret comme l'adresse mail ou l'adresse personnelle. Quoi. Mais finalement, quand on veut cibler, ce qui nous intéresse, c'est quand même les préférences des gens et ce qui est
Finalement, c'est ça. Enfin, c'est tout l'intérêt. Bien sûr, comprendre voilà, la vie des gens, leurs goûts, ce qu'ils font au quotidien, et voilà, Oui, c'est pour ça. mieux cibler aussi ce qu'ils ont envie, et voilà, il y a plein de choses. Donc, de toute façon, si on parle de enfin, si on prend la base, les données personnelles servent à vendre en fait de l'espace publicitaire ou passe partiellement. Il n'y a pas que ça, j'imagine. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas que ça non plus. Maintenant, c'est vrai que le modèle de Meta et donc de Facebook et Instagram et de Google, c'est un modèle qui est vraiment fondé sur la vente d'espaces publicitaires ciblés. Oui. Mais donc, il y a aussi d'autres usages et il y a d'autres business models. Dans ma thèse, j'essaye de construire une typologie des plateformes. Donc, une typologie, c'est élaborer des types, en fait. C'est la science qui classifie. Donc, j'essaie de créer des catégories de plateformes selon l'usage qu'elles vont avoir de données personnelles et le rôle des données personnelles dans leur business model. Et on n'est pas que sur une utilisation qui va être liée à donc j'appelle ça data to target. Target, ça veut dire ciblé. Donc, on n'est pas que sur du ciblage publicitaire. Il y a aussi d'autres rôles et d'autres usages de données personnelles dans le business model. Mais c'est, on va dire, celui qui est le plus évident et qu'on comprend le plus facilement et qui est aussi très rémunérateur. Oui. Parce que voilà. Quand on pense en général, quand on pense à ça, on pense d'abord à ça. Mais il y a des raisons logiques. Et tu pourras nous parler un petit peu justement des différentes typologies. Du coup, là, on va revenir à la question des plateformes. Justement, toi, dans le cadre de ton travail, à quelle plateforme tu t'intéresses particulièrement? Est-ce que tu fais vraiment toutes les plateformes ou est-ce que est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Ouais. Alors moi, je m'intéresse plus aux grosses plateformes. En fait, je base une partie de mon travail, justement la typologie, sur une analyse des bilans comptables des plateformes, donc ce qu'on appelle les 10K. Donc c'est un document qui est obligatoire en fait, que les plateformes doivent rendre à la SEC, donc une institution en fait américaine. Et alors les 10K, c'est des documents qui sont très très conséquents. Ça fait plus de 100 pages. C'est vraiment des gros documents. Et dedans, on peut y retrouver des analyses financières, des bilans financiers, mais aussi une analyse par rapport aux risques, aux menaces. On peut y retrouver les acquisitions de la plateforme sur l'année en cours. On peut y retrouver aussi des procédures juridiques en cours. Enfin voilà, c'est vraiment un résumé, une synthèse finalement de la plateforme en l'occurrence. Et ça concerne que des plateformes qui sont déjà en bourse. Cotées en bourse, c'est ça. Parce que j'allais te poser la question, parce que j'imagine que quand ils sont cotés en bourse, il doit y avoir quelque chose d'obligatoire en termes de publication de ce genre de données. C'est ça. Donc c'est plutôt quand même des grosses plateformes. Mais après, c'est les plateformes qu'on connaît tous. Donc il y a Alphabet, effectivement, donc Google, il y a Meta, Facebook, Instagram, etc. Et puis il y a aussi Microsoft, Amazon, mais il y a aussi Airbnb, Uber, des plateformes qui... Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à celle-ci, mais finalement, Airbnb ou Uber, ils ont besoin aussi de nos données. Ouais, Deezer, Spotify, c'est des plateformes que Netflix, c'est des plateformes que j'étudie. Donc, d'accord. Ça correspond à tous ces types de plateformes-là. Donc, on a vraiment un panel large. C'est vrai qu'en général, on pense aux réseaux sociaux directement, mais là, en fait, finalement, tu t'intéresses aussi à des plateformes qu'on va utiliser parce qu'on en a besoin pour un service ou ce genre de choses. Complètement. Oui. D'accord. Et donc, en termes d'écosystème, c'est un truc qui est quand même large. En fait, c'est large, mais des plateformes qui sont... on les connaît quand même toutes. Je veux dire, il n'y a pas... on les utilise au quotidien, donc... Oui, elles font partie de notre quotidien, quoi. Ouais. En fait, j'en ai une quarantaine à peu près. Donc, en fait, il y a toute une quarantaine quand même. Mais alors, il faut distinguer aussi la plateforme, par exemple, le Meta, ils ont Instagram et Facebook. Et, ou alors, ils vont avoir des... Ok. Donc en termes, il y a la maison mère, voilà. donc, par exemple pour Meta ou pour Alphabet. Voilà. Et en dessous, il y a donc ces plateformes-là mais finalement, ça revient à la même chose que c'est c'est la maison mère qui gère. YouTube appartient à Google, donc voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai perdu ma question. Non, ça va revenir. Par rapport à cette question-là, du coup, de cette espèce d'écosystème, c'est globalement des choses qu'on utilise tous. Et donc, en fait, si on parle par exemple de Airbnb ou de Uber, pourquoi ils ont besoin de nos données personnelles? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi? Quelle est l'utilisation de nos données personnelles pour ces plateformes-là? Complètement. Eh bien, en fait, alors c'est un modèle qui est assez intéressant. C'est justement le modèle du matching. Donc, en fait, on pourrait presque déjà projeter la typologie qui permettrait de faire... donc, c'est un carré avec 4
modèles différents que j'ai distingués et Ouais. avec à chaque fois 4 rôles différents pour les données personnelles. D'accord. Donc effectivement, il y a le modèle que j'expliquais précédemment, le modèle data to target, modèle publicitaire. Ouais. C'est le modèle de Google et de Oui, Facebook. donc ça, c'est une des typologies Voilà. dont tu nous parlais. Voilà. La deuxième qu'on peut avoir, c'est le modèle. Alors, je l'ai appelé comment les plateformes? Plateformes intermédiaires, je crois. Attends, on peut regarder de plus C'est un près. peu loin. C'est un peu Plateforme loin. intermédiaire, Ouais. avec du coup comme rôle, c'est data to match. Et donc là, le but, ça va être de permettre un matching idéal entre les différentes phases de la plateforme. Donc, ce qu'on appelle souvent ces plateformes-là des plateformes bifaces, parce qu'elles jouent le rôle d'intermédiaire entre deux groupes d'utilisateurs, Ok. à la fois les producteurs et à la fois les consommateurs. Et donc là, les données personnelles dans le business model entreprise vont permettre un matching, donc permettre de faire en sorte de, voilà, si on cherche un trajet en taxi et qu'il y a un taxi qui veut chercher des clients, eh bien la plateforme nous permet de Mettre en relation. nous mettre en relation Ok. et de réduire les coûts en fait de transaction. Ça va être beaucoup plus coûteux de trouver une maison de vacances à louer si on passe sur internet sans Airbnb, et si on cherche comme ça des annonces d'individuels, de Ouais. personnes, c'est coûteux, alors que si on passe par la plateforme, on a un gain et un coût de transaction qui est quand même plus faible. Ok. D'où l'intérêt de la plateforme. Il y a un autre intérêt de la plateforme, et pourquoi la plateforme elle existe aussi, c'est les effets réseau, qui sont aussi hyper importants à prendre en compte. Les effets réseau, en gros, c'est plus il y a de personnes qui vont utiliser la plateforme, plus elle est efficace. Donc les effets réseau, il y a des effets réseau qui sont intra-groupes. Donc par exemple, Facebook, si on utilise Facebook, qu'il y a 10 personnes sur Facebook, c'est pas très intéressant. Mais si on a 100, si on a 200, si on a Ouais. aujourd'hui autant qu'il y en a sur Facebook, c'est très intéressant. Donc là, on a un effet réseau qui est intra-groupe. La plateforme elle est efficace, plus il y a de monde sur la même face de la plateforme. Et il y a aussi des effets réseau intergroupes. Et donc là, c'est plus il y a de personnes qui veulent, qui peuvent proposer un trajet en taxi sur Uber, et plus il y a de personnes qui cherchent un taxi, plus la plateforme elle est utile. Parce que si on est dans une ville et qu'en fait il y a 2 taxis et qu'il y a 2 personnes la plateforme n'a pas lieu d'exister. Elle n'a pas lieu d'exister, Voilà. c'est pour ça que généralement dans les petites villes, t'as pas cette plateforme, elle n'existe ça. pas. Quoi. Donc ces effets réseau-là, ils sont aussi hyper importants à prendre en compte, parce qu'en fait la plateforme elle est efficace quand il y a beaucoup de monde dessus. Et ce qui pousse forcément à la concentration aussi des plateformes, on pourrait y revenir après, mais en tout cas c'est une chose aussi à comprendre avec cette construction des plateformes en fait en tant qu'intermédiaire. Okay. Et cette plateforme-là, elle est extrêmement intéressante. Les plateformes intermédiaires sont intéressantes parce que, en fait, elles jouent le rôle d'un point de vue en économie. En fait, quand on pense au marché, le marché, c'est quelque chose qui appareille l'offre et la demande le plus efficacement possible. Mais là, la plateforme, elle joue ce rôle-là. Donc, c'est assez intéressant d'un point de vue économique de se dire, ah, ok, là, la plateforme, en fait, elle, grâce aux données, mais grâce à d'autres choses, elle permet finalement d'appareiller l'offre et la demande le plus efficacement possible. Et elle fixe, par contre, pour le coup, des prix qui ne sont pas des prix générés par un prix de marché, en fait, mais qui sont des prix générés liés à la plateforme qui décide de générer un prix sur une des faces ou sur l'autre face. Ok, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'infos. Mais... Non, j'essaye de justement un petit peu démêler tout ce que tu peux me dire. Donc déjà, on se rend compte que dans ce que tu dis, c'est que Uber ou Airbnb répond à une demande, et donc c'est pour ça que ça fonctionne et que ce système fonctionne. Parce qu'en soi, ça a toujours existé des plateformes. Alors pas forcément pour les VTC, mais par exemple pour la location de maison, il y a toujours eu des plateformes comme ça. Il y en a des françaises. Voilà. Mais là, ils ont réussi à toucher, répondre à un vrai besoin, quoi. Et j'imagine qu'il y avait aussi la question du prix de base, de prix d'entrée. Et là, il y a une évolution à la hausse, parce que du coup, il y a une spéculation sur les prix aujourd'hui. Et c'est pareil avec Uber. En fait, il y a aussi, ils ont eu cette entrée de bas prix, et aujourd'hui, il y a une spéculation. Est-ce qu'il y a un jeu avec ces données-là, ou est-ce qu'il y a un lien avec ça, ou Oui, alors, donc effectivement, elles sont hyper efficaces, ces plateformes-là, parce que elles ont réussi à proposer un service qui était plus efficace que d'autres services. Par exemple, prendre Spotify comme exemple. Si Spotify arrive à avoir plein de personnes qui vont utiliser, c'est parce qu'on va avoir des suggestions de musique qui vont être adaptées, que ça va nous plaire, en fait, ça va marcher. Donc ça c'est la première chose. Un peu comme Netflix aussi. Comme Netflix aussi, voilà. Les suggestions, c'est quelque chose qui est utile et qui fait que la plateforme, on l'utilise parce qu'elle est efficace et qu'elle nous permet réellement de répondre à notre besoin. Et elle est ultra personnalisée aussi. Il y a ça. Est-ce que c'est pareil avec Airbnb et Uber ou finalement ou pas ? Oui, on va utiliser les données de localisation, on va s'arranger pour essayer de faire en sorte que effectivement la plateforme réponde le mieux possible aux attentes des gens. Et la deuxième question du coup que tu me posais, c'était par rapport au... du coup, cette question d'entrée, les prix. Et les prix, c'est... donc effectivement, il y a une littérature en économie, donc c'est un sous-champ qui s'appelle l'économie industrielle.
Et l'économie industrielle s'intéresse à cette question des prix. Donc effectivement, où est-ce qu'on fixe le prix, sur quelle face on le fixe? Par exemple, Doctolib, on décide que les patients ne payent rien, mais les médecins vont payer un certain prix pour utiliser Doctolib. Il y a eu une vraie bagarre, par exemple, entre Doctolib et Mon Docteur. Au départ, c'était 2 plateformes qui vendaient la même chose, le même service, c'est-à-dire matcher en fait des docteurs et des patients. Et en fait, Doctolib il envoyait des personnes pour convaincre les médecins de prendre Doctolib, que ça allait leur trouver des patients, que ça allait être parfait pour eux. Et il y a eu une vraie guerre en fait entre Mon Docteur et Doctolib. Et puis quand Doctolib a commencé à gagner un peu le match, on va dire, et ils ont réussi à emporter le marché. Et maintenant, ils peuvent augmenter aussi leur prix du fait que la concurrence, elle est quand même... C'est ça, parce qu'il y a, en fait, il y a plus cette concurrence. Un peu comme ça me fait penser, du coup, ça permet un peu de comprendre la notion de concurrence. Quand Free est arrivé sur le marché des télécoms et qu'ils ont cassé les prix, et donc du coup, le fait d'avoir une concurrence sur le marché de la télécom en France, ça fait que les prix ont baissé, alors qu'avant, ils étaient très, très importants. Donc en fait, là, à l'inverse, ils sont plusieurs sur le marché, ils ont des prix qui sont cassés, et puis dès ils ont le monopole, en fait, ils augmentent. C'est les vertus de la concurrence, c'est de permettre de raboter sur les marges, quoi, et donc d'avoir logiquement une offre qui, si elle est plus concurrentielle, on va avoir des prix qui vont être plus intéressants pour les consommateurs. Mais du coup, ah oui, je croyais que il y avait une question. Non, c'est bon. Mais du coup, sur Uber, est-ce que là, aujourd'hui, il y a de la concurrence, ou Airbnb, il y a de nouveau de la concurrence? Parce que du coup, là, il y a quand même une problématique aussi qu'on rencontre. On va parler des régulations un peu plus tard. Mais alors, il y a des régulations sur la protection des données personnelles, mais il y a aussi des régulations qui commencent à être mises en place sur la concurrence, en fait, en elle-même. Ouais, alors sur les plateformes du numérique, il y a eu... je sais pas qu'est-ce que je dois dire et pas dire, mais en fait, parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, attends. Donc, il faut que je fasse un choix. Il y a une petite question. Oui. Non, mais je répondrai après. Alors, tu l'as lu? Non. Tu l'as pas lu? Non. Donc, après, là, c'était sur la question du marché numérique et monopolistique en général. Voilà, donc là, ça parfait. Je vais pouvoir répondre à cette question-là du coup en même temps. Donc, non, en fait, le but, c'est de permettre toujours cette entrée, c'est qu'il y a de la concurrence et de ne pas avoir des abus de position dominante. Le fait est qu'en matière de plateforme du numérique, il y a eu des abus de position dominante. Et que ces abus de position dominante sont problématiques parce que si je prends un exemple, le cas de Google Shopping, donc il y a eu en gros le Google Search valorisait Google Shopping, c'était il y avait un lien entre les deux et donc il y avait un abus de position dominante. Et comme ça a perduré pendant plusieurs années, ils ont réussi à tuer la concurrence sur ce secteur-là. Et maintenant qu'ils sont sanctionnés, l'Union européenne les a sanctionnés au bout de 10 ans à 2,5 milliards d'amendes, enfin c'était assez conséquent. Mais comme c'était trop tard par rapport au fait qu'ils avaient déjà réussi à finalement éliminer la concurrence et empocher cet espace de vente-là, ils se sont retrouvés dans une position qui était monopolistique. Donc en fait, il faut juste veiller au fait que préserver un espace concurrentiel. Et la spécificité du numérique, c'est que si on arrive à verrouiller certaines positions, après, donc l'Union européenne avait d'abord, en matière de concurrence, plutôt une attitude de politique de la concurrence ex post. Ça veut dire, on fait confiance aux acteurs qui... ça se régule tout seul, quoi, en gros. On peut mettre des sanctions, mais après. Voilà, s'il y a une attitude anticoncurrentielle, on va mettre des sanctions et ils vont se faire sanctionner. Sauf qu'avec le numérique, il y a les effets de réseau qui sont à prendre en compte, il y a tout ça. Et donc, il faut agir... l'Union européenne a décidé qu'il fallait mieux agir en fait pendant et réguler pendant, parce qu'on sait que si on ne régule pas pendant, on va leur permettre finalement de tuer la concurrence et avoir une position qui va être monopolistique. Ils vont verrouiller cette position-là. Et après, est-ce qu'on peut vraiment rétablir la concurrence? C'est plus difficile. Donc maintenant, il y a effectivement des réglementations qui visent à réguler et non plus à être sous forme de sanctions ex post. Mais il y a des tendances monopolistiques dans l'économie numérique qui sont assez évidentes parce que Google, par exemple, est identifié comme une plateforme qu'on pourrait qualifier de gatekeeper, donc gardien de porte techniquement. Ça voudrait dire goulot d'étranglement ou en tout cas plateforme centrale, parce qu'on peut pas, pour faire la recherche sur Internet, on va passer par Google. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens, si on peut demander, aux gens, il y a peu de gens qui utilisent pas une autre plateforme que Google pour faire de la recherche, et pourtant il en existe. Oui. Il me semble que là dernièrement j'ai vu passer que
l'Union européenne a obligé Apple à proposer différents navigateurs de recherche et plus seulement Safari, enfin que ce soit plus automatiquement téléchargé sur le téléphone quand on l'a. Et là, on se rend compte qu'il y a plein d'applications de navigateurs, mais en fait, euh, on utilise Google et quoi qu'il arrive, que ce soit sur Firefox ou même sur Safari, le moteur de recherche qu'on a, c'est Google, quoi. On n'a pas, il n'y a pas, Il existe des alternatives, pardon, mais c'est vrai que les alternatives sont pas toujours choisies par les personnes parce que soit moins efficaces, soit parce que voilà, on a l'habitude, il y a des effets d'habitude qui sont aussi, les gens ont l'habitude et donc ils changent pas. Donc à part Oui. peut-être des personnes qui ont des volontés plus militantes, bon oui, Oui, comme Ecosia, ou Oui. il y a un autre sur l'eau, enfin je sais plus, où Ouais. il y a des navigateurs, des moteurs de recherche français, pas navigateurs, c'est pas la même chose. Il y a pardon. aussi des navigateurs qui collectent pas les données personnelles, comme par exemple DuckDuckGo. Oui. Oui, il y a des alternatives, mais Mais ça veut dire qu'il faut faire la démarche, alors que je pense que la plupart des gens, ils ont qu'une envie, c'est que ce soit simple. voilà. Donc, Et donc après, le but, donc là, en rétablissant le DMA, donc est censé justement essayer de rétablir un peu la capacité de générer de la concurrence, c'est ce que ça va permettre réellement de faire émerger des acteurs concurrents. Voilà. Mais le but, c'était principalement aussi d'éviter toutes les actions anticoncurrentielles de ces plateformes-là, que sont le rachat de startups innovantes, soit pour les tuer parce que ça peut être un concurrent potentiel, soit pour les acquérir. Donc c'est limiter ces abus de position dominante en fait, qui génèrent forcément soit qui peuvent être nocifs pour l'innovation, soit qui peuvent être nocifs pour les individus, dans le sens où ça va tirer sur les marques, comme je disais tout à l'heure. J'ai vu, il faut que je retrouve dans ma tête, j'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps sur, c'est sur TikTok, justement sur en fait l'idée même de Musical.ly à la base. En fait, c'était des étudiants français qui avaient eu une idée un peu similaire et ils avaient été prêts à être rachetés par, je sais plus, peut-être quelle entreprise de la Silicon Valley. Et finalement, en fait, ils se sont fait bouffer par un plus gros chinois qui a lancé Musical.ly et qui voilà. Mais c'est vrai que du coup, on se dit, eux ils disent qu'on leur a volé leur idée, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent prouver, à quel moment ils peuvent prouver quoi que ce soit. Ouais. C'est pour ça, voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question de la monopolisation c'est une question de, à la fois il y a les effets réseau et à la fois il y a cette question de rapport de force qui fait que les startups aussi se développent parfois pour se faire racheter et donc voilà, ça a comment été on le cas. régule ça Ça a été le cas d'Instagram, ça a été de WhatsApp. En fait, finalement, les créateurs aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui travaillent encore chez Meta, je ne sais pas, mais pour prendre le cas de WhatsApp, c'est intéressant parce que par exemple, WhatsApp, il y avait au début comme idée que les données personnelles n'allaient pas être récupérées sur WhatsApp. Donc ça a été racheté par Meta, par Facebook en fait, qui avait, je pense, peur de ses concurrents potentiels. Et finalement, maintenant, WhatsApp collecte les données personnelles. Donc le fondateur de WhatsApp a tweeté qu'il n'était pas content parce qu'en fait, on avait racheté son entreprise, mais pour en faire quelque chose qui n'était pas le projet originel. Donc qu'ils vendent toujours quand même comme étant une application avec des données chiffrées. Je sais pas, on voit bien quand on crée une conversation sur WhatsApp, c'est marqué que cette conversation, les données sont chiffrées. Ce qui n'est pas le cas du coup. Il y a une liste de données qui est accessible. Ils ont rendu public la liste de données qui est récupérée par WhatsApp. Et effectivement, il y a des données personnelles, mais ils l'ont rendu public. D'accord. Donc si ça intéresse les gens, c'est disponible. Il y a d'autres questions, je crois, non ? Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas des méga sanctions annoncées par l'Union européenne dernièrement vis-à-vis des GAFAM ? Est-ce qu'il y a des méga sanctions ? Il y a des grosses sanctions d'annoncer. Il y en a même qui ont été, qui ont été effectives, qui ont dû payer les plateformes. Après, par exemple, si c'est des questions de concurrence, il faut justifier les abus de position dominante. Donc, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, en fait. C'est pas, voilà. Donc, ça prend du temps. Mais effectivement, il y a quand même... l'Union européenne veille à ces positions-là et essaye de faire en sorte que ce soit... limité quoi. On pourra peut-être en parler en détail. Je voulais juste qu'on revienne sur la question justement de l'économie, des différentes, vraiment de comment ils investissent ces données personnelles, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Tu voulais revenir sur en fait, justement sur la typologie, parce que du coup j'ai parlé des plateformes qui faisaient le matching. On va revenir dessus. Donc là on parle du matching. C'était la deuxième catégorie de plateformes qu'on pouvait identifier. Oh, ça lag un peu, non ? Je trouve. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous nous voyez bien ? Parce que je trouve que c'est...
Je trouve que ça. Après, c'est peut-être nous, juste. En tout cas, dites-nous si vous nous entendez, enfin, si ça lag de votre côté, parce que moi, je trouve que ça lag un peu. Voilà, juste avant de. Ouais, pas de souci. Vas-y, reprends. Je Ok, suis désolée, je t'ai coupé. pas de souci. Et donc dans la typologie Ok. que j'avais, ça lag pas? Il y a une réponse? Non, Non? ça va. Ok. Donc, tant mieux, c'est juste nous alors. Et il y avait donc la typologie que j'avais commencé à expliquer. Il y a une autre catégorie de plateformes qui utilisent les données différemment. C'est les plateformes donc de services. Ouais. Donc c'est par exemple Microsoft, Amazon, qui là vont aussi dans leur business model utiliser les données personnelles, mais en faisant des services de stockage, de cloud, d'analyse, voilà. Donc c'est aussi une autre utilisation des données personnelles. Et il y a une quatrième plateforme, c'est les plateformes. Alors, le nom, on peut trouver un meilleur nom pour les dernières. Moi, je dirais plateforme primaire, finalement, je change d'avis. Et là, du coup, c'est Data to Sell. Et donc là, c'est des plateformes qui récupèrent les vendent. données et qui les vendent simplement. Qui les analysent pas, qui font pas du target. C'est juste des plateformes voilà, qui. Donc, ça va être quoi comme. Enfin, qui? Des plateformes moins grosses, en fait, des sites, par exemple, Ouais, ok. sur lesquels tu peux laisser des données, mais qui n'ont pas de service d'analyse, qui n'ont pas des algorithmes derrière Ok. et qui vont juste revendre des données. Des Voilà. données personnelles. Voilà. Et du coup, et ça d'ailleurs, ça pose un peu de problème, non? Ou pas? Parce que du coup, c'est cette vente de données. Enfin, je sais que par exemple, enfin, je sais que par exemple, nos numéros de téléphone, ils sont revendus, enfin voilà, à enfin voilà, des centres. Quand on reçoit des appels de centres d'appel, c'est notre numéro de téléphone qui a été vendu. Donc là, on se dit, il y a quand même une problématique. Ça veut dire qu'on a du démarchage qu'on n'a pas demandé. Et enfin, Alors, donc voilà, donc ça, c'est la problématique, c'est comment on fait pour réguler ça. Donc l'Europe, on peut peut-être aborder cette question-là, du coup, vas-y. du RGPD. Ouais, le RGPD, tu dis le règlement? Ouais. Ouais, c'est ça. Le règlement général européen de protection des données personnelles, donc en 2016, a pour vocation justement à essayer de réguler cette exploitation-là. Et donc, on considère que la donnée personnelle, ça fait partie du droit de la personnalité. Donc, comme ton image, comme ta voix, tu es censé consentir pour qu'on te prenne une photo de toi ou pour qu'on utilise ton image. Et donc là, c'est pareil en fait. La donnée personnelle fait partie de ces droits de la personnalité. Et donc, si les plateformes veulent récupérer tes données personnelles et les exploiter, il faut qu'elles te demandent de l'autorisation. Donc maintenant, on a des cookies et il faut qu'on accepte. Donc théoriquement, on est censé consentir et avoir consenti. Alors effectivement, il y a des questions de consentement libre, éclairé, univoque. Est-ce que c'est un vrai consentement tout le temps ou pas? Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que je sais pas pour vous, mais en général, moi, j'accepte quoi. Et il y a aussi parfois, des fois, on va sur certains sites et ils nous obligent à accepter en fait. Oui, alors ça s'appelle les. Alors il y a plusieurs choses. Il y a les dark patterns. Les dark patterns, c'est des designs qu'on va avoir sur les sites pour nous inciter à cliquer sur oui. Par exemple, on va avoir une couleur qui va faire qu'on va plus cliquer sur oui. On va pas, ou on va cliquer sur plusieurs flèches à la suite et puis après on va du coup se trouver à cliquer sur oui sans le vouloir vraiment. Donc il y a des designs comme ça qui peuvent nous inciter à cliquer sur oui sans vraiment le vouloir. Ça, c'est combattu par la CNIL qui essaye de limiter ce genre d'action-là. Mais en même temps, c'est forcément un coût pour les individus parce que le but aussi de ces RGPD-là, c'est de réussir à dire aux gens pour quelles raisons les plateformes utilisent les données personnelles. Donc, elles sont censées faire aussi un grand déroulé en disant on va récupérer telle donnée et on va l'utiliser dans tel cadre. Est-ce que vous acceptez ou pas? Mais effectivement, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un site différent, on va avoir ce petit texte-là et c'est très lourd et c'est très conséquent. Donc, c'est une des faiblesses clairement de cette réglementation-là qui est basée, on peut le dire quand même, sur une approche individuelle en fait. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils pensent qu'on peut avoir des recours au niveau collectif. Donc, ils vont dire que c'est pas une réglementation qui est individuelle. C'est peut-être pas le bon mot, mais moi, en tout cas, je dis que c'est une approche qui est basée sur des fondements et un consensus libéral, dans le sens où c'est aux individus de décider pour eux-mêmes. Et on pense que c'est pas quelque chose qui doit être décidé à un autre niveau qu'un niveau individuel où chaque personne peut décider pour elle-même. Mais oui, c'est une réglementation qui est assez récente et qui a des lacunes parce qu'effectivement, les gens c'est clair. consentent probablement. Puis, comme pour les conditions d'utilisation, quand on s'inscrit sur un site ou qu'on signe un contrat, on lit pas en fait. Tu veux dire, qui va lire? Il y a des gens, hein, il y a des gens qui lisent, hein, mais c'est long. En fait, ça donne envie à personne. Même quand on reçoit des mails de comment les conditions ont changé, moi je lis pas en fait. Ouais, c'est vrai. Mais alors, Mais il faut. Oui, mais ça permet quand même quelque chose, le RGPD. Ça permet. Alors, à la fois, il y a le droit de savoir quelles données sont collectées. Par exemple, sur Facebook, on peut faire des
des demandes pour qu'ils nous envoient les données qu'ils ont collectées. Oui, c'est vrai, Voilà. Donc on peut faire ça, on peut quand même avoir un accès et on peut aussi rectifier certaines données qui sont collectées sur nous. Donc ça donne quand même cette possibilité-là. Ça donne aussi la possibilité de recours. Et là, en 2023, il y a eu un nombre de recours qui était largement supérieur. On est sur le record, quoi. Avec des sanctions aussi s'il y a des actions qui ne sont pas correctes. Si, par exemple, ils ont collecté des données qui n'étaient pas nécessaires pour leur fonctionnement. Ou si, ils ont... il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, il y a des recours et il y a des sanctions. J'ai cherché du coup ce matin le nombre Voilà, il y a eu 42 sanctions en 2023, dont 36 amendes pour un total de 89 179 500... Oula, non. Vas-y. 89 179 500 euros d'amende. Voilà, okay. d'amende. Donc, il y a quand même des sanctions et des choses qui sont possibles grâce au RGPD. Oui. Voilà. Donc en fait, il y a quand même cette démarche à faire de demander quelles données ont été collectées. Et ensuite, on peut porter plainte si on estime que... Et il y a aussi le droit à l'oubli et ce genre de choses. Donc il y a quand même... j'imagine que quand même dans cette réglementation, dans ce règlement, il y a quand même des choses qui sont positives et qui sont bonnes à prendre. Il ne faut pas non plus tout jeter. Exactement. En fait, ouais, c'est ça. Et il y a juste peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Il y a une chercheuse sociologue qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit un livre qui s'appelle Le capitalisme de surveillance. Alors, je ne suis pas fan de tout ce qu'elle dit, mais ce que je trouve intéressant dans son travail, c'est notamment quand elle explique que... elle explique peut-être pas directement, mais ce qu'on peut comprendre avec le travail de Zuboff, c'est qu'il y a un rapport de force qui peut être inégal entre les individus et les plateformes. D'accord. Et en fait, pour moi, c'est forcément si on a des individus qui vont être à la fois dépendants des plateformes qui, pour eux, sont... utiles dans leur quotidien et en même temps s'il y a ce rapport de force qui est inégal et donc automatiquement ils peuvent pas consentir 100% comme ils le souhaiteraient. Oui, c'était une des questions, je crois. C'est un peu la question, c'était l'utilisateur a-t-il conscience de l'utilisation de ces données ou y rentre-t-il dans un marché de données sans le savoir? Donc c'est l'objectif aussi du RGPD, justement de rendre plus visible cette exploitation. Oui. Et peut-être que ça a quand même marché parce que je pense qu'avant on avait peut-être moins conscience. Oui, ça a amené le sujet sur... on en a parlé médiatiquement, ça a amené le sujet sur la table, quoi. C'est un peu ça l'intérêt. Voilà. Et après, cette idée de... Parce qu'il y a la question du marché, donc qu'il pose, c'est la question de la transaction. Oui, est-ce que finalement, c'est quand même pas une transaction qui s'établit marchande entre les individus, finalement, qui veulent utiliser un service et leur donner. C'est pas pensé comme ça, le RGPD. Mais techniquement, c'est un peu ça. L'ambiguïté, elle existe. Oui, c'est ça. Alors, il y avait juste... C'est pas une approche individuelle, c'est une approche individualiste. C'est vrai que c'était un peu plus... Oui, c'est vrai, le terme est plus précis. Donc, oui, complètement. Il y a des flammes dans le chat, ça, j'adore. Ça, ouais. Mais t'as un max de flammes dans le chat. On va continuer sur les questions. Je vais juste reprendre mon truc. Et derrière, en fait, du coup, l'utilisation de nos données, ça leur permet donc d'avoir un modèle économique, un modèle économique rentable, parce que c'est quand même, si on prend les plus grosses plateformes, elles brassent quand même beaucoup d'argent, elles sont quand même cotées en bourse. Et alors, il y a eu des fluctuations quand même avec le Covid, machin et tout, mais quand même globalement, c'est des entreprises qui sont quand même rentables. Derrière, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Comment ils l'investissent? Est-ce qu'il y a vraiment, tu sais pas? Quels sont les types d'investissements qu'ils peuvent faire? Oui, alors... je sais pas si ma question était bien posée. Non, mais, si. Mais pas avec les données, du coup, de plus d'un point de vue... Avec l'argent qu'ils ont... pas avec les données en elles-mêmes, mais plutôt l'argent que ça leur rapporte, ce système-là, ce modèle économique-là. Derrière, il y a quand même un système d'investissement en fait, pour le développement. Oui. Voilà. Oui, et alors, ce qui est... donc là, c'est plutôt... Donc, effectivement, ce qui est intéressant quand on étudie les 10K et même quand on... Moi, j'ai fait un travail d'enquête en ce moment, donc j'interroge des personnes qui travaillent dans la tech, aussi bien des CIO et des personnes qui sont ingénieurs dans ces entreprises-là, que des personnes qui régulent. Donc, aux États-Unis, j'interroge des personnes aux États-Unis. On arrive aux États-Unis, du coup, si on parlait de l'Europe, on peut arriver aux États-Unis. Et effectivement, il y a l'idée... Donc, je pense que l'idée, pour comprendre un peu la stratégie des plateformes, c'est le mot conquête qui peut être important à comprendre. D'accord. Parce que on est vraiment dans cette idée pour les plateformes qu'il faut conquérir des espaces et les verrouiller. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. Les plateformes vont à la fois
s'imiter. Donc les GAFAM notamment vont s'imiter les unes les autres pour essayer de pas louper le coche. Ouais. Donc elles ont effectivement leur cœur d'activité, leur activité centrale, mais elles peuvent aussi essayer de s'imiter pour pas louper par exemple le cloud qui arrive ou l'IA qui arrive. Donc ils vont essayer de s'imiter un petit peu. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est leur niveau d'investissement en recherche et développement. Ouais. Les plateformes, donc les GAFAM, ont un niveau d'investissement en recherche et développement qui est équivalent à un niveau d'investissement en recherche et développement d'industrie pharmaceutique. Donc il y a vraiment cette idée, à la fois dans leur discours, mais aussi concrètement dans les faits, qu'il faut absolument être à la pointe, il faut absolument innover. Il y a cette idée aussi que, en fait, ils peuvent toujours se faire disrupter, il peut toujours avoir quelqu'un qui va arriver et qui va mettre à mal leur modèle. Donc, il y a cette idée de être le premier à arriver sur un espace, le verrouiller et jamais louper le coche et investir massivement en recherche et développement. Facebook, je crois que c'est le plus... je crois qu'il y a 30% des revenus qui sont derrière investis en recherche et développement, ce qui est vraiment énorme parce que l'industrie pharmaceutique, c'est plutôt 12%. Ah oui, quand même. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant avec Meta. Google aussi investit quand même beaucoup. Google et Facebook, 14 et 30%. Ah ouais. Beaucoup plus Meta est Meta. quand même... beaucoup plus Meta. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et là, il y a du coup c'est des extraits justement des 10K. C'était pour montrer justement la part des revenus dans l'advertising, dans la publicité. Et c'est pour voir, on voit sur les images, donc alors je vois pas les chiffres d'ici, mais je pense que ceux qui peuvent suivre le live peuvent le voir, mais voilà, par rapport aux revenus globaux en fait de Google et de Meta, la part de publicité est vraiment 97%, je crois, pour j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas c'est vraiment une grosse part des revenus. Et on voit que Meta par exemple investit aussi en métaverse. Donc là, par exemple, le métavers, c'est pas très rémunérateur pour eux, mais c'est un pari sur le futur. C'est se dire, nous, on pense que ça peut être un investissement qui va être rentable, on va essayer de jouer cette carte-là, quoi. Oui. Bah, après, il y a aussi, j'imagine, aussi une volonté du CEO de se dire, vas-y. Enfin, je pense qu'il y a aussi ce truc très personnel de la personne qui dirige l'entreprise et qui investit, comme on a pu voir pour Apple, comme on a pu voir pour Microsoft ou Google, ou Musk, Elon Musk, c'est pareil. Enfin, c'est la personnelle. Enfin, il y a quand même un truc c'est très américain, mais il y a quand même un truc de culte de la personnalité chez leur chef d'entreprise, quoi. Alors Google un peu moins, c'est plutôt on pense vraiment à l'entité, mais chez Meta, chez Musk pour Twitter, et puis ou chez comment il s'appelle oui, c'est mince, je sais plus. Bref, en tout cas on se trouve qu'il y a vraiment ce truc là. Oui, il y a une question, oui, c'est vrai. Il y a combien de pourcentage pour l'acquisition d'autres startups? Est-ce que ça ne rentre pas aussi dans une stratégie d'innovation? Si, alors les pourcentages, je les ai pas en tête, mais effectivement, complètement. J'ai oublié de le dire parce que donc effectivement, il y a des investissements en recherche-développement qui sont hyper élevés et il y a un niveau de rachat de start-up qui est aussi hyper élevé, qui forcément est la conséquence de leur inquiétude et face à la disruption, face à cette possibilité d'un jour... voilà, c'est cette stratégie-là de pas... Ils achètent pour justement avoir une certaine sécurité, comme Meta a fait en achetant Instagram, en achetant Meta, en achetant WhatsApp, pardon. Oui. Et comme on peut les voir aussi, enfin, je prends l'exemple de Meta parce que je trouve qu'elle est assez flagrante ils ont créé les stories parce qu'ils n'ont pas réussi à acheter Snapchat. Ils ont créé le système de messagerie sur Instagram. Instagram, c'est un peu leur zone d'expérimentation. Et là, ils ont créé Threads pour concurrencer Twitter. Alors, je pense pas du tout que ça va marcher, mais en tout cas, ils ont vraiment ce truc de on prend ce qui est bien chez la concurrence. Ils ont créé les réels pour concurrencer TikTok. Et ils ont vraiment ce système-là de genre on prend. Et je trouve qu'ils ont quand même vachement réussi avec les stories. Enfin, c'est assez impressionnant. Ils ont réussi à s'approprier à quelque chose qui n'était pas à eux à la base, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une stratégie, effectivement, d'entreprise et de développement d'entreprise, quoi. Mais c'est pas très innovant en soi. Donc voilà, donc c'est ça. Après, le truc, c'est que oui, c'est que forcément, c'est le principe. Donc c'est ce qu'on appelle les acquisitions prédatrices, quoi. C'est copy, acquire, kill. Enfin, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire des acquisitions et des innovations et des startups. Est-ce qu'ils vont les tuer? Est-ce qu'ils vont simplement les copier? Est-ce qu'ils vont les développer? Mais effectivement, ça peut être problématique. Et c'est pour ça que, en Europe, par exemple, quand on en identifie des actions comme ça, l'Union européenne étudie les choses. Et, voilà. Ce qui est beaucoup moins le cas aux États-Unis. Il n'y a vraiment pas cette même
façon de voir les choses. Et donc aux États-Unis, parce que comme ça me permet d'enchaîner là-dessus. Aux États-Unis, il y a quand même, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu une explosion de la collecte des données personnelles avec l'arrivée des réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter, qui sont devenus des monstres du numérique. Et c'était une nouvelle génération, parce que du coup, Amazon c'est plus vieux, mais et en fait, il y a quand même, du coup, je sais plus comment il s'appelle le podcast sur France Culture, mais justement où ils parlent justement de Entendez-vous l'écho ? Oui, c'est ça. Et du coup, ils expliquaient que pendant les années Obama, ils ont un peu laissé faire. Et Trump, bon, pas tant de... Il n'y a pas eu tant de changements, j'ai l'impression. Et que là, maintenant, sous Biden, ils essayent un petit peu de réguler. Il y a quand même un peu un retour en arrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment est-ce que ça se passe aux États-Unis comparé à nous Alors, moi, je peux donner mon avis, mais forcément, c'est mon regard à moi et je m'appuie sur des faits, mais il y a aussi une partie de mon expérience personnelle. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de partir en mobilité internationale de recherche en fait, en début d'année. Donc, janvier, février, mars, j'étais aux États-Unis. J'ai pu assister à une grosse conférence de la tech qui s'appelle le CES, donc le Consumer Electronics Show à Las Vegas. Donc, attention les yeux. Attention, quoi. À Las Vegas. À Las Vegas, j'ai pris des Tesla, voilà. Ah oui, mais c'est vrai que là-bas, même ici, chez nous, il y a quand même pas mal de Tesla, mais là-bas, c'est quand les même... taxis, c'est des Tesla. Ah oui, d'accord, ils sont passés à un autre level, quoi. Et donc, j'étais vraiment dans le temple de la tech, voilà, le CES. Des halls, c'est trop rigolo. Ça, c'était un des halls du CES, mais en fait, c'est vraiment plein de bâtiments. Et donc, il y a à la fois au CES des exposants qui viennent présenter leur innovation, leur start-up, pour trouver des rachats, pour avoir des conseils, plein de choses. Et il y a aussi des sessions et des panels avec davantage des régulateurs. Et il y a plein de thématiques différentes. Alors ça, c'était intéressant aussi. J'ai pris en photo des personnes qui sont dans des entreprises comme Google, comme Amazon, etc. Et qui, en fait, nouaient des contrats publicitaires. Donc, ils avaient un petit panneau. Les gens allaient les voir en disant je veux faire de la publicité, j'ai un projet, je veux vendre de la publicité qui soit efficace. Ouais. Et donc après, il y avait des petites salles derrière, des salles de réunion. Ils allaient signer des contrats, voilà, c'est ça? Voilà. Et ils allaient nouer des contrats de publicité, en fait. Donc à chaque fois, c'était marqué Google Ads, Samsung Ads. Ah oui, voilà. d'accord. Ouais. Ah, c'est vraiment un truc qui n'existe pas chez nous. Donc c'est drôle. C'est drôle pour nous. C'est vraiment exotique. Hein. Et donc justement, quand j'allais écouter les panels donc sur le droit de la concurrence, mais aussi sur la réglementation des données personnelles, je pouvais écouter des discours d'Américains entre Américains. Ouais. Après, j'ai aussi pu interviewer des personnes sur des formats d'1 heure d'entretien semi-directif d'1 heure. Et on n'a quand même pas la même mentalité d'un point de vue de la régulation, de la réglementation. L'Europe fait vraiment... il y a un mépris un peu quand même, je pense que je peux le dire comme ça, pour l'Europe. Et il y a l'idée que, en fait, on n'est pas on n'est pas bon en matière de développement économique. On n'est pas un exemple, quoi. Non, qu'en fait, on tue notre économie parce qu'on réglemente trop, etc. Et donc ça, c'était un discours qu'on ressent concrètement quand on va aux États-Unis, quand on discute avec les personnes qui travaillent là-bas. Parfois, qui n'est pas toujours fondé parce qu'ils peuvent dire des choses qui sont pas toujours d'un point de vue factuel exact, mais en tout cas, il y a cette idée-là quand même sous-jacente. Et il y a les discours de Barack Obama, effectivement, où il disait l'Union européenne, donc ça, c'était son premier mandat, donc c'était en 2008, ces années-là, 2010-2008, mais où il expliquait que l'Union européenne, en fait, mettait en place des réglementations pour limiter, on va dire, le pouvoir économique des États-Unis, et c'était plus finalement une stratégie géopolitique. Mais après, dans tous les cas, c'est forcément une stratégie géopolitique. Oui. Parce que les États-Unis, concrètement, on peut pareil aujourd'hui avec TikTok pour limiter aussi il y a quand même un soft power. Oui, j'ai vu la question. Ouais. Il y a quand même un soft power à l'américaine avec ces plateformes-là. Et c'est pareil avec le TikTok pour les Chinois. Mais après, maintenant, il y a donc effectivement, dans les faits, il y a Lina Khan qui a été nommée donc, à la Federal Trade Commission. Donc on peut se dire qu'il y a quand même un petit changement de mentalité, ce que tu évoquais tout à l'heure, parce que Lina Khan, elle a quand même écrit des papiers sur Amazon notamment. Enfin, elle a une attitude qui est un petit peu différente. Biden et son administration sont un peu plus critiques. Moi, dans les faits, les personnes que j'ai interrogées pour l'instant, j'ai pas ressenti ça. J'ai pas ressenti cette changement de mentalité.
mais peut-être que je suis au début de cette enquête, donc ce travail d'enquête. Peut-être qu'en creusant, ça Voilà. va... Mais Et ouais. c'est pas tout ce que j'ai vu pour l'instant, quoi. La question, ça a été la législation européenne empêche-t-elle l'émergence de plateformes du numérique européen? Ça, c'est vraiment c'est une vraie question parce que on se dit, bah, en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas nos propres plateformes? Comme les Chinois, finalement. Oui, alors on a nos propres plateformes, enfin, on a quand même des plateformes qui marchent et qui sont européennes. Biril. Biril, Blablacar. Ah oui, Blablacar. Aux États-Unis, Mais Blablacar, ouais, mais Blablacar au niveau européen, moi j'ai des amis européens qui l'utilisent quoi. Et j'étais hyper étonnée. Et ils appellent pas ça covoiturage, ils s'appellent ça Blabla quoi. Oui. C'est très drôle. Oui. Pour moi, c'est super marrant parce que du coup, pour nous, c'est juste une plateforme de covoiturage. On appelle ça du covoit quoi. Donc, voilà. Oui, mais donc il y a quand même quelques plateformes qui existent, même Deezer, ou Spotify. Ah oui, Deezer. Non, Spotify, c'est européen, oui, c'est suédois ou ça doit être ça, ouais. Et Deezer, je sais pas ce que c'est. C'est français. C'est français, Deezer. Français. Oui. Donc il y a quand même quelques plateformes qu'on a qui existent et qui sont donc voilà, on a quelques plateformes, mais c'est sûr qu'on n'a pas les plateformes du niveau. Mais en fait, il y a eu un contexte particulier aussi quand a émergé Google, Facebook. C'était en Silicon Valley. Il y a eu un moment précis avec des investissements et publics, mais enfin voilà, il y a eu un temps aussi peut-être un peu particulier à ce moment-là, et effectivement. Oui, ils ont des plateformes aux États-Unis qui sont... Je pense que, je le cite, peut-être que si tu le retrouves, il y a un documentaire d'Arte une série documentaire d'Arte sur la naissance du capitalisme qui est hyper intéressant et qui parle justement notamment de ces investissements et de pourquoi les États-Unis ont été aussi innovants et comment ça se fait qu'il y a autant d'entreprises qui se sont développées à la Silicon Valley. Et donc, je pense que ça... Voilà, oui, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on réglemente finalement plus l'économie du numérique qu'on s'est cassé notre capacité à créer des grosses entreprises en numérique. Il y a aussi des contextes qui sont... il n'y a pas que la réglementation qui joue un rôle. Les Américains que je peux rencontrer peuvent parfois avoir cette idée-là. Je pense que c'est pas une idée qui est... tout à fait... Il y a une question d'investissement aussi. Il y a eu un contexte, il y a eu quelque chose. Et après, effectivement, c'est un des enjeux d'un point de vue d'un développement économique d'un pays, que forcément de réussir à aussi avoir des choses convaincantes sur cette industrie-là. Mais voilà. Après, je pense qu'il y a quand même une volonté, alors pas forcément sur des aussi grosses plateformes, mais il y a quand même une volonté au niveau européen de développer des entreprises du numérique, et il y a de l'investissement et il y a de l'encouragement à le faire. Oui. C'est pas, au contraire, je pense que c'est juste que c'est pas la même échelle économique que... Ouais, puis c'est un truc qui est aussi lié avec... Bon, là, on va dans... je suis pas du tout experte, hein, donc... Non, mais, après, on pourra en parler. Pour arrêter de parler de ça après. Mais oui, voilà, ça, c'est lié à plein d'autres choses. La proximité entre les écoles d'ingénieurs, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Oui, bien sûr. Et donc, c'était pour juste répondre à la question, mais effectivement... il y a quand même des plateformes Il y a quand même des plateformes européennes, et ça reste un enjeu aussi pour l'Europe que de réussir à développer cette économie-là. Même si tu n'es pas spécialiste, merci d'avoir répondu à cette question. Donc là, on parlait des visions différentes. Je voulais juste faire un aparté sur la Chine. Je sais que tu n'es pas spécialiste de la Chine, mais je pense que c'est quand même important de parler de TikTok. On peut parler de TikTok. Parce que là, en plus, on commence vraiment à en parler. Enfin, c'est un vrai sujet d'actualité. Pareil, il y a eu un documentaire sur France TV. C'était tous les documentaires que j'ai regardés sur France TV qui s'appelle La fabrique du mensonge. Et du coup, il est super intéressant, ce documentaire-là. Et notamment sur l'impact que ça peut avoir sur les jeunes, puisque c'est une plateforme qui est quand même privilégier des jeunes générations, donc les adolescents surtout, et de cette question du soft power un peu chinois, et de la collecte des données, puisque on soupçonne quand même que ce soit le régime chinois qui collecte ces données-là. Est-ce que tu as un peu quelques trucs à nous raconter là-dessus ou pas? Ce qui est sûr, c'est que en Chine, il y a une proximité entre les plateformes industrielles et les plateformes numériques et le régime et le pouvoir en place. Donc, effectivement, oui, c'est une stratégie qui est assez compréhensible. Au final, ils développent une plateforme, les données qu'ils vont récupérer, ils vont aussi avoir un droit de regard, probablement l'État chinois, quoi. Donc, c'est pour ça que aux États-Unis, quand on travaille dans les institutions, on n'a pas le droit d'avoir TikTok. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un vrai combat, en fait, à distance entre... Ouais, c'est très particulier. On se rappelle quand même, je crois que c'est en 2020, ça doit être à peu près à cette période-là où Trump a annoncé qu'il voulait interdire TikTok. Oui.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on en reparle de nouveau Oui. de cette interdiction de la Là, en plateforme. ce moment, oui, parce que il y a justement, il y a des soupçons sur comment ils utilisent les données personnelles et voilà, il y a ces questions-là qui sont enfin que les États-Unis se posent et donc il y a effectivement en ce moment des recours pour savoir s'il faut interdire ou pas TikTok. Donc effectivement, c'est en ce moment vraiment d'actualité. Mais du coup, j'imagine que, bon, là, il y a des questions géopolitiques quand même qui sont en jeu. Mais bon, ces données, elles ont été collectées. Donc, quoi qu'il arrive. Et là, c'est intéressant parce que on parle vraiment de l'économie des données. Ils utilisent la donnée personnelle pour voilà, pour leur modèle économique. TikTok aussi, ils ont quand même un algorithme qui est impressionnant. Je pense qu'en termes de, enfin, là, on n'est pas sur le côté très algorithme, mais ils arrivent à capter l'attention pendant des heures. Et là, ils ont lancé quelque chose pour monétiser cette attention-là. Donc, on en est là quand même. Donc, en fait, finalement, on n'a pas l'impression que l'intérêt, c'est vraiment économique. C'est plus juste capter l'attention des gens, quoi. Ah, alors oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que il y a... Oui, alors en fait, il y a et récupérer les données personnelles et il y a aussi après effectivement toutes les mais c'est aussi par exemple ça a été le cas par exemple pour Cambridge Analytica, tu veux dire Oui, de pousser des contenus plutôt que d'autres ou ouais, de faire voilà. circuler des informations plutôt que d'autres ou Ouais, c'est ça, en oui. captant, parce qu'on a vraiment, on n'a pas parlé forcément des scandales qu'il y a pu avoir comme Cambridge Analytica, là, mais là, on a comme un début de scandale, enfin de scandale, on verra comment on gérera la Chine, on voit qu'il y a des contenus qui sont montés, qui sont de la propagande, on voit, mais en même temps, ils arrivent à capter l'attention et donc du coup pouvoir faire remonter ces Mm. contenus-là, donc c'est quand même assez particulier Mm. comme situation. Bah, oui, oui, c'est ça. Oui. Oui, ouais. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse en détail, je vous invite à regarder le documentaire sur France TV. Il est vraiment très intéressant. Et à la fin, il y a un petit débat avec des gens qui sont peut-être un peu plus spécialisés du sujet. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le débat, j'ai regardé que le documentaire. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est important de parler de ça parce que là, on collecte nos données et c'est pas forcément pour les mêmes utilisations. Alors, je dis pas que acheter nos données, enfin, vendre nos données, c'est bien, mais je sais, enfin, après, là, c'est très personnel, mais moi, en soi, ça me dérange pas d'avoir de la publicité ciblée. Et, enfin, voilà. Par contre, ce qui me dérange, c'est si on récupère mes messages privés, mes photos, ce genre de choses. Là, enfin, les photos que j'ai pas choisi délibérément de partager sur les réseaux sociaux. Là, ça devient, je trouve, quelque chose d'un petit peu plus. Enfin, on rentre dans un cadre de la vie privée qui pose quand même, à mon sens, un peu plus problème. Oui, mais oui. Oui. Mais Facebook les a, par exemple. Oui, je sais. On en a déjà parlé, que du coup, tu avais fait l'expérience de leur demander, et que du coup, ils ont toutes tes photos, quoi. Tout ce que tu as pu envoyer par message, sur Messenger, ce genre de choses. Oui, voilà, c'était un petit test que j'ai fait. Mais j'avais demandé, effectivement, mais je suis pas inscrite sur Facebook depuis très longtemps, donc en plus, c'est pas... c'était pas Ah oui, donc... Il n'y a pas non plus un historique qui était immense. Donc je me disais, bon, bah ça va. Et en fait, quand je l'ai demandé, donc, via le formulaire de savoir quelles données personnelles ils avaient sur moi, ils m'ont renvoyé un dossier avec 10 sous-dossiers, avec effectivement des vocaux que j'avais pu envoyer il y a 3-4 ans sur des groupes d'amis, des photos qu'on avait partagées sur des groupes d'amis aussi. Donc effectivement, oui, il y a des... Et ça, c'est de la donnée, normalement, qui... Enfin, je vois pas en quoi ça... Alors, après, voilà, c'est censé être pour l'utilisation d'entreprise, d'après... Le RGPD encadre ça dans le sens où il est censé être utilisé que dans le cadre de l'entreprise. C'est pas censé être utilisé, par exemple, à des fins... ça, c'est quelque chose qui est interdit. Politique. Voilà, il y a des... Donc, c'est... Mais oui, typiquement, si on donne nos données à TikTok et que c'est le gouvernement chinois qui a ce genre d'informations, on n'a peut-être pas la capacité de... On n'a aucune prise sur ce qu'ils vont faire de nos données. Et pour Cambridge Analytica, je ne sais pas si les gens... Je pense que les gens ont quand même entendu parler de ce scandale-là. Bah, du coup, c'est... tu vas me compléter si je me trompe. Donc, c'était notamment pendant la campagne la première campagne du premier mandat de Trump, si je ne me dis pas de bêtises. Et pendant le Brexit aussi, c'est ça. Ils ont utilisé les données personnelles pour faire remonter des contenus politiques ciblés. Et donc, du coup, en fait, ils estiment que ça a eu une influence sur les résultats de l'élection et les résultats du Brexit, donc qui a bien eu lieu. Et donc, il y a eu une commission au niveau du Parlement américain. Zuckerberg est passé devant le Parlement. Voilà, il a fait son petit chien battu. Les images sont parlantes. Voilà, mais du coup, ils ont... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été sanctionnés pour ce... Parce que, tu sais ou pas?
S'il y a des gens qui Je peuvent crois que oui, mais nous dire, je ne sais plus s'ils ont été sanctionnés. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu une enquête au niveau du... Il y a eu donc les représentants de la Chambre aux États-Unis, les ont interrogés, etc. Je ne sais pas s'ils ont été sanctionnés. Mais en tout cas, il y a aussi cette question-là. Donc là, on sort un peu du... Enfin, il y a une question économique, puisque du coup, il y a... en fait, ça a été Cambridge Analytica. Il me semble que c'était une agence, en fait. Voilà. Donc, il y a une question économique. Facebook a accepté de faire un échange, voilà, bah, d'engager... oui. Les questions qui sont soulevées par cette histoire-là, c'est oui, la question des contenus diffusés, c'est la question des, entre guillemets, de comment on peut influencer l'opinion publique sur des thématiques, mais de manière pas forcément visible. Mais dans tous les cas, enfin, voilà, comment on peut... Quelle est la responsabilité aussi des plateformes qui voilà. ont permis la diffusion de ce type de Oui, contenu-là mais c'est aussi des problématiques qu'on va avoir quand on utilise une plateforme, par exemple l'algorithme YouTube, est-ce qu'ils poussent, quel type de contenu ils vont pousser. Donc c'est pas que le cas, enfin là c'était complètement orchestré par des personnes qui avaient des intérêts et qui voulaient faire passer leurs intérêts, mais c'est une problématique qui existe dans tous les cas quand on utilise les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu moins ce sur quoi je travaille, mais bon, j'ai quand même enfin, lu des choses par rapport à cette question-là. C'est la question des bulles de filtre en fait. C'est comment notre internet qui était censé au départ être justement un lieu où l'information elle est assez décloisonnée, où on peut avoir accès à plein d'informations différentes, comment finalement elle peut se construire de manière beaucoup plus en silo à l'heure actuelle avec des contenus qui sont personnalisés, liés à nos goûts, mais du coup aussi un peu enfermants par certains côtés. Et comment aussi certains contenus, donc ça c'est toutes les problématiques de par exemple Twitter, comment des contenus peuvent être poussés parce qu'ils font réagir, mais donc la question des fake news, la question des contenus pas forcément sourcés, et voilà, et donc ça c'est un autre enjeu dans la régulation numérique qui est un autre enjeu sur lequel je travaille pas, mais qui est un autre enjeu concret, quoi. Qui a un enjeu concret, oui, c'est Ouais. clair. Mais c'est vrai que finalement, on perd le sens de la jeunesse d'Internet, de cette liberté. Voilà, parce que bon, il y a quand même un côté très libéral. En fait, finalement, c'est Internet, c'est libre, c'est gratuit, c'est accessible, etc. Bah, c'est intéressant, ouais, de se dire ça finalement, je pense. De voir avec ce recul-là, de se dire, bon, bah, aujourd'hui, on en est où de l'utopie originelle ouais. Mais après, il y a toute la question de, en fait, si c'est gratuit, c'est que c'est payant derrière, d'une certaine manière. C'est ça, enfin, c'est notamment avec la question des données, c'est qu'en fait, on paye avec nos données finalement. C'est ça. Et donc, si on veut continuer à pouvoir utiliser ces plateformes-là gratuitement et avoir accès, bon, après Netflix, on paye, mais ou Spotify, on paye pour pas avoir, en fait, on paye pour pas avoir de pub. Enfin, maintenant, sur Netflix, on paye et on a de la pub quand même. Oui. Bon, j'ai envie de dire, c'est plus finalement, est-ce que c'était si intéressant que ça? Mais toujours est-il que il y a cette question de maintenant, en fait, c'est pas forcément, c'est pas gratuit en fait. On peut pas, si eux ils veulent pouvoir continuer à faire tourner la machine, quoi, et ben ça peut pas être gratuit, quoi. C'est un peu ça. Mais voilà, c'était ma conclusion personnelle, mais c'est pas vraiment une conclusion. Je regarde si je suis mon déroulé. On va peut-être pouvoir, ça va nous permettre justement de parler un peu. Du coup, on a parlé des investissements tout à l'heure. Et aujourd'hui, du coup, enfin, voilà, on prend les grosses plateformes, genre Google, Meta, même Spotify, ou Netflix, je pense pas qu'ils aient des intérêts de développement. Enfin, si, Netflix, ils investissent dans de la production, mais en termes d'innovation technologique à proprement parler, on a entendu parler du métaverse, on a parlé tout à l'heure, on a entendu parler des lunettes connectées. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des idées sur... est-ce que ça a de l'avenir, quoi? Où est-ce qu'on va en fait avec cette économie-là des plateformes? Enfin voilà, est-ce qu'elles ont de l'avenir ou est-ce qu'elles sont en perdition parce que ils ont viré chez Meta des milliers de gens, chez Twitter il a vidé les bureaux. Enfin, est-ce que là est-ce qu'elles sont en train de perdre pied ou est-ce qu'on voilà. Alors, je pense qu'elles perdent papier. Maintenant, il y a des nouveaux enjeux. L'IA, en vrai, c'est un des prochains enjeux pour ces plateformes-là. ChatGPT. Voilà. Après, il y a aussi tous les développements en ce moment des logiciels, du cloud, du stockage, de l'analyse. Donc, on voit que Amazon se met sur le cloud, que Google se met sur le cloud. Donc, c'est aussi un
un autre secteur qui va être forcément un peu clé. Il y a aussi toutes les questions des voitures autonomes et des développements. Oui, Ça relève aussi des développements de logiciels en fait qui seraient capables de. Donc il y a ces différents secteurs-là. Après, il y a Facebook qui mise sur le métaverse. Peut-être que l'avenir leur donnera raison, peut-être pas. on verra. Effectivement, il y a un tri à faire entre des lubies un peu individuelles et personnelles qui peuvent déboucher sur des choses qui marchent ou pas. Voilà. Mais ça, c'est, je dirais, les secteurs un peu clés qui se développent. Et il y a, moi, je sais pas, je réfléchis, mais... Non, non, de toute façon, on a une question si tu veux. Ah Donc, ouais. est-ce que le fonctionnement en silo est vraiment une nouveauté du web ou est-ce que ce qui est nouveau, c'est l'obfuscation du silo? Pardon, je suis désolée. Euh, le web des années 90-2000 avec ses forums, etc., était très clos également. Mais les utilisateurs étaient acteurs de ce cloisonnement là où les réseaux sociaux modernes automatisent ce cloisonnement. Est-ce que tu as une réponse? Oui, oui, c'est ça. C'est que après, c'est plus qu'il y avait quand même une idée originelle. Donc effectivement, l'individu était peut-être plus autonome et décidait plus de ce qu'il voulait voir, mais il y avait quand même cette idée par les fondateurs du web, de cette utopie un peu de justement réussir à donner de l'accès à de la connaissance de manière assez vaste. Et aujourd'hui, donc c'était quoi la fin de la question? Mais c'est ça, oui, effectivement, on a les... Ou est-ce que ce qui est nouveau, c'est le fait de... Alors, j'imagine que c'est obstruction, enfin, c'est le fait de... Oui, c'est ça, c'est que c'est moins visible, c'est qu'on s'en rend peut-être moins compte, c'est qu'on est... On a tellement personnalisé Voilà. l'expérience du web que du coup, en fait, on a du mal à accéder à des contenus qui nous surprennent. Voilà. Mais je suis sûre que les ingénieurs de YouTube qui travaillent sur les algorithmes cherchent quand même à pas à nous proposer des contenus nouveaux quand même qui pourraient nous plaire. Mais oui, c'est un équilibre à trouver et on est peut-être moins en capacité de toujours être 100% acteur. Voilà, Oui. Après, bon, on n'est pas spécialiste des algorithmes et du fonctionnement. Il y a des chercheurs qui travaillent justement sur ça, qui font des cartographies de ça. Mais ce qui est assez intéressant, ce qu'on voit avec les algorithmes, c'est qu'ils ont quand même tendance à nous proposer du coup des contenus qu'on aime. Et donc, du coup, on peut très vite s'enfermer dans des contenus aussi extrémistes. Enfin, on part sur un autre sujet, mais on l'a vu notamment avec la crise du Covid, où en fait, les gens, ils sont allés chercher des infos, puis ils sont tombés sur quelqu'un qui va leur parler d'un truc, et puis en fait, ils vont tomber sur tout un système, un écosystème de personnes qui vont parler tout le temps des mêmes choses, et en fait, ça va créer des communautés très fermées. C'est ça. Et ça polarise en fait plus que ça fait émerger des centres des lieux de débat. Donc en fait, le bénéfice à la base de te proposer des contenus que t'aimes, c'est quand même... Enfin, je veux dire, moi, je suis très contente sur Spotify quand j'ai mes playlists qui sont mes découvertes de la semaine et ça me plaît, quoi. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est quand même intéressant. Sur d'autres plateformes, peut-être qu'il y a une question à se poser de justement cette diversité-là. Mais là, c'est vrai qu'on touche à un sujet vraiment du numérique en lui-même, de l'algorithme en lui-même, et on est un peu moins spécialiste du sujet. Oui, je pense qu'il y a des chercheurs en informatique, en sociologie, qui doivent en parler mieux que moi sur Twitter. Et je suis sûre qu'il y a des choses qui sont faites. Ouais, et d'ailleurs, il y a une exposition, je ne sais pas si elle y est encore, il y a une exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris qui travaille sur les foules. Et à la fin, il y a une partie justement sur ces communautés-là. Et on voit à quel point, alors, il montre, c'est des cartographies là où ça bouge et donc il y a des leaders d'opinion, etc. C'est surtout sur Twitter. Et en fait, on voit que très vite ça se polarise, comme tu dis, et il y a peu d'échanges en fait entre les communautés. Il y a des confrontations, mais il y a peu d'échanges. S'il y a un sujet qui apparaît, on va avoir des échanges, mais c'est plus de la confrontation. Puis très vite, en fait, ils se déplacent et ils restent dans leur coin. Donc voilà. Après, voilà, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a pas mal de choses sur le sujet qui sur Internet. Voilà. Et je pense que ça va être bon pour nous. Ça en a fait un peu le tour. Si vous avez des questions avant qu'on vous quitte, c'est maintenant qu'il faut les poser. Il faut mettre des flammes dans le chat et des questions. Et des questions. Bonjour tout le monde. Ah c'est super, on allait dire qu'on allait s'en aller. C'est dommage. Oui, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. On refait. On recommence. On représente on recommence tout ce que Jade a dit. On parlait des plateformes du numérique, mais du coup, l'économie des plateformes.
Donc on a fait on a fait le tour malheureusement de notre émission. Je suis désolée pour la personne qui vient juste d'arriver, mais le replay il sera disponible. Voilà, il y aura un replay. Voilà, malheureusement tu pourras pas poser toutes tes questions. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont regardés. Merci beaucoup pour vos questions. C'était super intéressant cet échange avec vous. J'espère que ça t'a plu. Bah oui, complètement. Et puis c'est un sujet qui va être qui est riche, donc il y aura voilà plein de choses. C'est vrai. Ouais. Ça va faire que progresser. Et puis voilà. Et puis c'était très bien. J'ai adoré. En tout cas, voilà, bon courage pour la fin de ta thèse, surtout parce que là, il y a encore un peu de travail. Ouais. Donc, si tu dis qu'il reste 1 an, il reste encore un petit peu de travail. Et puis, nous, on se dit à bientôt. On se retrouve le 15 mai pour une revue de presse et le 22 mai pour une autre émission sur l'arthrose. Alors oui, on change complètement de sujet sur des thérapies, des nouvelles thérapies pour l'arthrose, pour soulager l'arthrose. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir nous voir en live. La prochaine fois sera le 22 mai. Et on vous prépare évidemment d'autres émissions pour le mois de juin et pour le mois de juillet. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.